Le 4 politique de la semaine, l'émission du dimanche matin avec nos analystes, nos commentateurs, nos décrypteurs. Cette semaine, Emmanuel Hirsch, directeur de l'espace éthique à l'EPHP, Philippe Turle, correspondant de la presse anglaise à Paris et rédacteur en chef de France 24, et Denis Charbit, politologue et professeur de sciences politiques à l'université de Tel Aviv. Nous parlerons déconfinement et vaccins, nous évoquerons le Brexit et le départ de Jeremy Corbyn et nous parlerons des perspectives politiques en Israël, de la normalisation entre le Maroc et Israël. Nous consacrerons la troisième partie pour l'essentiel avec Denis Charbit à cette annonce des relations pleines et entières entre le Maroc et Israël et à ses conséquences. Emmanuel Hirsch, bonjour. Bonjour, Shlomo Malka. Merci d'être avec nous. On commence avec vous. Emmanuel Macron avait dit que la levée du confinement aurait lieu le 15 décembre si on tombait à moins de 5000 contaminations par jour. Le nombre de contaminés est autour de 14 000, donc ce scénario est revu et corrigé, mais en même temps, il faut bien reconnaître que les gens ne tiennent plus en place, donc il y a un vrai dilemme avec le risque d'une nouvelle vague. Vous qui suivez tout cela de près, quel est votre sentiment? Qu'en pensez-vous? D'abord, un an après le début de cette pandémie, je pense que chacun s'est fait une opinion sur la manière dont le gouvernement aujourd'hui prend des décisions. Et je pense que dans les mois qui viennent, il faudrait que le débat public permette à chacun de faire valoir ses choix dans un contexte de crise qui va durer, où il faut apprécier effectivement dans une décision, entre les finalités, on peut les comprendre, et les conséquences que ça en a d'un point de vue sociétal. Donc les dernières décisions qui sont prises, il y en aura peut-être d'autres contradictoires dans les jours qui viennent, montre d'abord qu'on ne maîtrise rien, on est face à une situation complexe, évolutive, et pas uniquement en France, au plan international, et les gens qui croient exercer un pouvoir en tout, décider en tout, devraient être un peu plus humbles. Ce qui manque dans la communication gouvernementale, c'est l'humilité. Et donc, on ne revient pas, en fin de compte, sur des décisions qui ont été prises depuis près d'un an et qui ne sont pas toujours des bonnes décisions. Ce qui m'est paru très intéressant ces derniers jours, c'est le rapport du Sénat. On a eu le rapport de l'Assemblée nationale, on a le rapport du Sénat, qui met en cause les modalités de gouvernance, c'est-à-dire peu de personnes prennent des décisions qui ont une importance déterminante sur notre vie quotidienne, qui ont une importance déterminante sur la vie de la démocratie. Il y a peu finalement de droit de regard sur des décisions qui se prennent dans des cercles fermés entre soi, et voilà le vrai problème. Donc quand vous dites, Shlomo Malka, effectivement, on rentre dans une zone de nouveau d'incertitude, on a le sentiment qu'on régresse par rapport à des promesses, je dirais qu'il ne fallait pas promettre, il fallait surtout permettre à chacun d'assumer ses responsabilités. Il faudrait que du débat aujourd'hui permette à la société de dire quelles sont ses priorités. Et on sait qu'on va devoir choisir, on va devoir trier entre ce qui nous est le plus essentiel et ce qui est moins. Donc je pense que le débat démocratique doit revenir. C'est ça le premier élément que j'aimerais apporter, j'allais dire, à la discussion par rapport à notre échange. Un an plus tard, on a appris que le gouvernement gouverne à sa manière, et d'une manière pour moi totalement insatisfaisante au niveau du débat public. On a appris que la pandémie, c'est quelque chose qu'on va vivre pendant des mois et des années, qui a impacté notre société en fond, j'allais dire, sur ce qu'elle est, et qui doit nous appeler les uns les autres à réfléchir sur nos valeurs, sur ce à quoi on est attaché, comment reconstruire, comment dans ce désastre qu'on connaît aujourd'hui et au niveau planétaire être plus juste dans les choix, plus équitable dans la distribution des vaccins. Voilà. Donc on a une infinité de questions qui se posent, qui ne sont pas réductibles au va-et-vient, au stop and go, et beaucoup plus au stop que du go du gouvernement par rapport à des décisions qui sont des décisions, j'allais dire, souvent très discutables dans leur justification. Alors, le Comité national éthique a été saisi pour donner des recommandations. Sur quel type de recommandations avez-vous été sollicité et qu'est-ce que vous donnez aujourd'hui comme recommandation sur le plan éthique? D'abord, moi, je ne suis pas le comité consultatif national d'éthique et je me garderai bien dans mon approche de l'éthique de donner des Mais enfin, vous recommandations. Ce qui est dirigez important, l'espace éthique. tout à fait. Non, disons du point de vue d'un professeur d'éthique médicale, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est d'argumenter une décision. Et il faut qu'il y ait des points de vue qui soient sollicités pour arriver à prendre une décision dont on sait qu'on la prend dans un contexte difficile. C'est ce qu'on appelle en philosophie le moindre mal.
C'est-à-dire comment on hiérarchise aujourd'hui un choix dans un contexte difficile. Comment le médecin va être amené à trier entre les malades qu'il va réanimer ou pas réanimer. Voilà des questions importantes. Donc ce qui me semble aujourd'hui essentiel, et encore une fois le rapport sénatorial pour moi est une véritable contestation de la politique qui a été mise en place depuis un an avec des errances, des errements et puis des décisions inacceptables. Regardez de la critique qui est faite sur l'intervention, par exemple, de Géraud Salomon par rapport au masque. Parce qu'on a le cumul d'un certain nombre d'impérities, de difficultés. Moi, ce qui me semble aujourd'hui important, c'est que dans le cadre d'une concertation publique, on arbitre les choix les plus importants. Vous voyez, si j'étais aux affaires, je dirais par exemple, est-ce que la vaccination doit ou non être obligatoire lorsqu'on est un professionnel de santé? Alors, c'est précisément Aujourd'hui, la question que je voulais vous poser. voilà une Est-ce question que importante. c'est une Dans les question EHPAD, importante? dans les EHPAD, vous avez 32% des intervenants professionnels des EHPAD qui disent on ne sera pas vacciné. Et on nous dit il va falloir vacciner les personnes âgées, les personnes qui sont souvent dans les EHPAD avec plus de 85 ans et atteintes de maladies neurocognitives. Voilà une question importante. Est-ce que la vaccination doit être obligatoire ou pas? Voilà encore une fois un premier point. De la même manière, regardez comment le gouvernement prend des décisions sur ce qui touche à notre intimité et qui ne devrait peut-être pas faire l'objet de ces incursions. Il ne prend pas de décision, par exemple, une personne qui est susceptible de contaminer. Est-ce que, d'une certaine manière, on la contraint pas à rester chez elle? À quelles conditions? Est-ce que, d'une certaine manière, on pénalise ou pas? Voilà des questions qui sont des questions essentielles qu'on ne pose pas. Mais au-delà de cela, le gouvernement prend des décisions très arbitraires d'une certaine manière et sans évaluer les conséquences. Regardez des décisions, par exemple, du premier confinement pendant 55 jours. On peut dire qu'il n'y avait jamais eu de confinement, on ne saurait pas ce qu'étaient les conséquences. Il y a plus de personnes dans les EHPAD qui sont mortes de l'enfermement, de la désespérance, qui sont mortes du Covid-19. Voilà, donc je dirais que ce qui me frappe, et d'ailleurs ce qui me stupéfait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de concertation. Les sciences humaines et sociales, les expertises diverses et variées pourraient être, convoquées pour arriver à des décisions qui soient justes. Et là, aujourd'hui, vous êtes proche de la rupture entre le gouvernement et la société qui n'accepte plus, et c'est vraiment le défi pour les jours du quotidien, et à un moment donné, d'inacceptabilité de décisions qui sont totalement contradictoires. Pourquoi on sera plutôt 10, 20, 30 dans une église? C'est-à-dire comment, sur quelle forme de modèle, sur quelle forme de, de suffisance on peut prendre des décisions de cette nature qui impactent notre quotidien. Voilà, donc, je dirais, on a besoin maintenant de démocratie. Et mon prochain livre qui sort au mois de janvier, c'est sur la démocratie confinée. Eh bien, je pense que maintenant, il faut qu'on se déconfine. Et je dirais que c'est à la société maintenant de reprendre position. Ça y est, c'est terminé. Les premiers mois où les gens étaient à tâtons pour essayer de trouver une solution. On sait qu'il n'y aura pas de solution au niveau du Covid-19. Le vaccin, c'est quelque chose d'intéressant. Les traitements, c'est quelque chose d'intéressant. Mais l'impact du Covid-19, c'est pour des mois et des années. Il va falloir faire avec, il va falloir recomposer une société, redonner de l'espoir aux gens, reconstruire, de la démocratie là où elle a été mise entre parenthèses pour des raisons, à mon avis, totalement injustifiées. Vous savez, dans tous les textes de préparation à une pandémie, il est dit, les règles importantes, c'est la confiance avec le public pour qu'il y ait acceptabilité. Ça veut dire l'explicabilité dans certain nombre de mesures. Et pas prendre des mesures à l'importe-pièce que le lendemain on revoit pour des raisons diverses et variées parce qu'elles ont été mal étudiées. Et le solitaire, le côté isolement, le côté quant à soi est inacceptable dans le cadre d'une démocratie. On est des gens responsables, on n'a pas besoin d'un discours paternaliste, bienveillant d'une manière très critique. On n'a pas besoin d'un instituteur comme le Premier ministre qui nous dit ce qu'on doit faire ou pas faire. À nous d'assumer nos responsabilités. Et aussi un élément important, vous qui êtes un intellectuel, vous le comprendrez, Chaumovac, il va falloir qu'on comprenne qu'on rentre dans une société du risque. On n'a pas attendu la pandémie, on a le terrorisme, on a un environnement incertain, on a toutes sortes de menaces. Eh bien, il faut qu'on vive avec le risque et qu'on sache, d'une manière collective, le risque qu'on est prêt à accepter pour que survive une société, une certaine idée de la démocratie. Là, on est en train de tout braver et je trouve qu'au bout d'un an, il faut qu'on se reprenne, qu'on dise, bon, écoutez, le pouvoir a fait ce qu'il a pu, il a fait quelque chose de bien, par exemple en sauvegardant tant qu'il pouvait le faire avec des moyens économiques, une certaine forme de survivance de notre économie, mais maintenant il faut qu'on passe à un deuxième cap, c'est-à-dire qu'on reconstruise, qu'on retrouve du vivre avec, qu'on ait un vrai projet de société et qu'on ne soit pas uniquement au jour le jour improviser des décisions qui de toutes les manières sont insatisfaisantes. Alors, vous aviez l'air tout à l'heure un peu sceptique sur le rapport du Sénat. Vous pensez que c'est un rapport politique? Non, au contraire, je dirais que c'est un très bon rapport.
Moi, j'étais, comme d'autres, audité, moi c'était sur les questions d'éthique par les sénateurs. Quand vous voyez, et c'est ça qui est intriguant, qu'il faut un rapport de sénateur ou un rapport de député pour qu'on voit à quel point la décision a été prise d'une manière incohérente, d'une manière insatisfaisante, sans qu'il y ait débat, sans qu'il y ait concertation, qu'il n'y a pas eu de retour d'expérience. Quand vous regardez le rapport sénatorial, il est très intéressant puisqu'il fait également des propositions pour l'avenir. Il n'est pas uniquement critique. Alors qu'on ne fasse pas le coup en disant oui, on est proche d'élections, les sénateurs sont plutôt des gens de droite. C'est faux. Il faut lire ce rapport qui est un rapport extraordinairement argumenté. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement de la critique pour faire de la critique. Et je dirais que ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas eu d'esprit critique de la part du gouvernement depuis des mois. Chaque fois qu'on entend le Premier ministre, le Président de la République ou le ministre de la Santé, on a des gens qui sont dans des postures, qui sont satisfaits, on est les meilleurs, on a réussi en tout, mais néanmoins, il faut de nouveau qu'on envisage des couvre-feux, de la contention, que d'une certaine manière, celles qui sont les plus importantes aussi à la vie d'un pays, c'est les intellectuels, c'est les artistes, tous celles et ceux qui font notre convivialité sont relégués comme si c'était pas fondamental. Donc je dis quand on hiérarchise, est-ce qu'on prend les responsabilités et effectivement on sait que chaque décision qui est prise, c'est apprécier un risque ou un inconvénient. Eh bien je dis qu'il y a plus de risque à avoir confiné, pour pas dire meurtri, notre vie, par exemple, intellectuelle, notre vie culturelle, la vie des quartiers. Je trouve que c'est un risque beaucoup plus, j'allais dire, inacceptable que de se dire on peut s'équiper, on peut prendre des mesures, j'allais dire, de protection individuelle ou collective. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que, et je le dis dans mon livre, finalement, quand on fait un bilan sur ce qu'a été notre société démocratique depuis le début de la crise, on a plutôt, nous, le peuple, par rapport à nos dirigeants, plutôt bien fait. Il y a des initiatives remarquables d'un point de vue associatif. Il y a des initiatives de terrain comme on ne l'entendait pas. Il y a eu chez les professionnels aussi toute une mobilisation, toute une intelligence du réel. Et ça disqualifie pour moi, pour beaucoup, les dirigeants qui, encore une fois, dans le huis clos de leurs décisions, n'ont pas compris ce qu'était la réalité concrète, ce qu'était l'attente, et ce qu'était aussi l'impact de décisions qu'ils prenaient. Et, les psychiatres nous disent aujourd'hui que la société est meurtrie. J'ai pas besoin des psychiatres pour dire que la société est meurtrie. Ce qui est meurtri, c'est pas uniquement les personnes qui ont été blessées, humiliées par des discours caricaturaux quand on nous a parlé des papilles, des manies, d'une manière tellement péjorative. Ce qui est maintenant blessant, c'est que notre démocratie ait été à ce point malmenée par des décisions qui ont été prises d'une manière totalement univoque et sans débat. Donc il faut maintenant qu'on se reprenne et qu'on donne nos valeurs, on se dise qu'est-ce qu'on attend. Il y a un point par exemple important, on nous parle de vaccination, il y a aussi une dimension de justice internationale. Est-ce que c'est logique que les 3/4 des vaccins qui doivent être disponibles soient disponibles pour, j'allais dire, un quart des populations, j'allais dire, les plus riches, par rapport à des pays qui aussi ont le droit de bénéficier d'une possibilité de survivre à la pandémie. Voilà, il y a tout un ensemble de questions qui doivent être posées. Le grand problème, c'est qu'il n'y a pas que la pandémie, il y a aussi le terrorisme, il y a aussi tous les enjeux géopolitiques. Donc on comprend qu'on est dans un monde complexe, on a aussi à penser à l'environnement, à penser au réchauffement de la planète. On est dans un moment, à mon avis, tout à fait important pour qu'on se reprenne, pour aller vers l'essentiel et qu'on en discute, qu'on en convienne et qu'on fasse des choix. Il va être difficile pour chacun d'entre nous de savoir ce qui est notre essentiel par rapport à ce qui est moins. Merci à vous, Emmanuel. Je voulais vous demander pourquoi il faut absolument féminiser le Covid, avec d'ailleurs pas beaucoup de succès, mais on le fera à un autre moment. Merci, Emmanuel Hirsch. On fait une pause et le 4K revient dans un instant. 4K politique de la semaine. Philippe Turle, bonjour. Bonjour. Vous êtes un bon connaisseur de la scène politique britannique. À partir du 1er janvier, l'Angleterre n'est plus dans l'Europe. La date sera respectée ou est-ce qu'il y a encore des obstacles à lever? Alors, deux choses. La première, c'est que la Grande-Bretagne n'est plus déjà dans l'Europe depuis le 31 janvier 2020. Nous sommes actuellement dans une période de transition où il est censé être signé entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne un accord de libre-échange. Et c'est là où il y a tous les problèmes. Parce que la Grande-Bretagne ne veut pas céder sur les points qui fâchent, à savoir la pêche, à savoir également
les règles de compétition à égalité et la gouvernance d'un futur accord. Et l'Union européenne ne veut plus céder non plus de leur côté en disant nous ne pouvons pas donner à la Grande-Bretagne tout ce qu'ils veulent. Donc, pour le moment, la situation est bloquée. On a eu 3 discussions en tête-à-tête entre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et le Premier ministre britannique Boris Johnson. Et pour le moment, toujours pas d'accord. Le temps presse. Et on attend ce week-end, donc dimanche, pour savoir s'il y a une chance d'un accord entre les deux parties. Sinon, à partir du 1er janvier de l'année prochaine, la Grande-Bretagne retrouvera les règles de l'Organisation mondiale du commerce et ça va être beaucoup plus compliqué pour vendre des produits à la Grande-Bretagne et pour la Grande-Bretagne de pouvoir exporter beaucoup de produits britanniques, à savoir les produits alimentaires pour produire des voitures, 10% de plus. Donc, le mieux, ce sera un accord avec l'Union européenne, mais pour le moment, cet accord est loin d'être garanti. Alors, on va parler de la vaccination massive où le Royaume-Uni a pris beaucoup d'avance. Mais encore un mot sur Jeremy Corbyn, qui a été suspendu du Parti travailliste après la publication d'un rapport interne qui mettait en avant son inaction face à l'antisémitisme. Est-ce qu'on peut considérer que cette page est tournée aujourd'hui, que c'est réglé et que le Labour est passé à autre chose? On peut considérer que le Labour veut absolument passer à autre chose, veut tourner la page de l'époque de Jeremy Corbyn, qui pour le parti n'a pas été bénéfique. Si la Grande-Bretagne est partie de l'Union européenne, c'est parce que Jeremy Corbyn lui-même était eurosceptique, donc il n'y avait pas vraiment en face du Parti conservateur qui était le fer de lance de cette campagne anti-européenne et pro-Brexit, une partie qui pouvait argumenter en faveur de l'Union européenne. Donc, Keir Starmer, qui est la nouvelle tête du Parti travailliste, veut créer une partie beaucoup plus centrée sur les vraies valeurs du Parti travailliste d'autrefois, ne veut plus que la partie soit d'extrême gauche, ce qui était le cas sous Jeremy Corbyn. Et il est vrai, il faut le dire, que sous la présidence de Jeremy Corbyn, le Parti travailliste n'a jamais réussi à se débarrasser de cette image antisémitique. Et Jeremy Corbyn a toujours nié qu'il l'était, mais il a fait très peu d'efforts pour essayer de prouver qu'il faisait le nécessaire pour nettoyer le parti, pour se débarrasser des gens qui étaient censés, qui étaient connus pour leurs remarques antisémitiques. Et donc, je pense que pour Keir Starmer, l'actuel président du parti, chef de parti, c'est l'un des points clés pour nettoyer l'image de cette partie qui a été très, très affectée par cette image très néfaste vis-à-vis des problèmes antisémitiques. Alors, le Royaume-Uni, Philippe Turle, lance effectivement sa campagne de vaccination massive contre le Covid. La reine et son mari, le prince Philippe, vont faire partie des premières personnes à recevoir une injection. Les Anglais ont quitté l'Europe, donc ils ne sont pas soumis à l'Agence du médicament européen. Mais pour quelles raisons ils sont partis avant tout le monde dans cette vaccination? Il y a 2 raisons principales pour moi. La première raison, c'est parce que, comme vous dites justement, la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union européenne et donc ils ne sont plus sous les ordres de l'Union européenne. Ils peuvent faire quelque chose qu'ils veulent. Et pour Boris Johnson, qui en chute dans les sondages, qui est face à ce Brexit qui n'en finit plus, il fallait une bonne nouvelle pour regarder son image en Grande-Bretagne. Donc, il a dit, voilà, une bonne raison d'avoir quitté l'Union européenne, c'est qu'on puisse faire ce qu'on veut. Donc, maintenant, on est les premiers en Europe à faire passer le vaccin, à vacciner le plus grand nombre de personnes. Et non pas seulement cela, nous ne sommes pas seulement les premiers en Europe, nous sommes les premiers au monde. Et donc, ça renforce l'image pour tous ceux qui ont voté pour le Brexit, que la Grande-Bretagne n'est pas seulement un pays européen, mais la Grande-Bretagne, c'est un pays mondial et l'un des grands pays du monde. Donc, on est les premiers à avoir fait le vaccin et on est les premiers au monde à l'avoir mis à disposition du peuple. Donc, c'est la reine Elisabeth et son mari, le prince Philippe, qui vont être parmi les premiers à vacciner parce qu'ils sont très âgés. Et donc,
la Grande-Bretagne prouve encore une fois qu'elle retrouve sa place, cette place qui lui manquait pendant toutes ces années, pendant qu'il était membre de l'Union européenne. Alors, dernière question, Philippe Turle, en ces temps de confinement, il y a beaucoup de gens qui ont vu la série The Crown sur Netflix. Les derniers épisodes ont, paraît-il, beaucoup déplu à la reine. Vous-même, qu'est-ce que vous en avez pensé? Deux choses aussi dans cette série. Bon, on se pose toujours la question où serait la réalité et où commence la fiction. Pour beaucoup de gens, je pense, qui connaissent mal la famille royale, la jonction des deux est très difficile à comprendre, mais là où il est pas acceptable pour un bon nombre de Britanniques, c'est que l'image de la famille royale est écornée, surtout l'image du prince Charles et de Camilla vis-à-vis de l'amour de Diana, parce que nous sommes maintenant dans une époque où il y a beaucoup de gens qui se rappellent de cette période, que les gens concernés par cette période sont toujours en vie, sauf Diana et Margaret Thatcher, le Premier ministre de l'époque. Et donc, il s'avère que Camilla et Charles ont reçu beaucoup de messages de haine sur leur compte Twitter qui a été fermé à cause de cela. Et dans une période difficile où on est tous face à ce virus, ce fichu virus qui ne nous lâche pas, ce n'est pas la meilleure situation non plus pour la famille royale. Donc la série The Crown est une très bonne façon d'apprendre l'histoire de la famille royale, mais il faut le prendre avec des pincettes quand même. Et peut-être que la meilleure façon d'apprendre la vraie vie de la famille royale, c'est de lire les journaux, de lire des livres, et ne pas trop regarder The Crown, où on a une version un peu diluée de la vraie histoire de la famille royale. Philippe Turle, le rédacteur en chef de France 24 et spécialiste de la vie politique britannique, merci d'avoir été avec nous. Restez avec nous, le 4 quarts politique revient et nous parlons avec Denis Charbit de cette nouvelle des relations diplomatiques qui vont s'instaurer entre Israël et le Maroc. Le 4 quarts politique, Denis Charbit, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nos auditeurs vous connaissent bien. Vous êtes politologue et vous êtes enseignant de sciences politiques à l'université de Tel Aviv. On va commencer, bien évidemment, par le rapprochement qui s'officialise désormais entre Israël et le Maroc. C'est de nouveau un accord tripartite. En échange d'une reconnaissance du Sahara par les États-Unis, le Maroc établira des relations pleines et entières avec Israël. Comment est accueillie cette nouvelle ? Je pense que d'abord pour les Juifs du Maroc, en Israël, c'est une nouvelle excellente parce qu'ils ont toujours vécu et pour de bonnes raisons ce déchirement ou cette déchirure comme douloureuse, puisque ils n'ont pas été chassés du Maroc. Il n'y a pas le même sentiment que peuvent avoir les Juifs de Pologne ou les Juifs d'Égypte. Et donc, de ce point de vue-là, c'est pour eux une excellente nouvelle. Je dirais qu'en général, pour la société israélienne dans son ensemble, pour la classe politique, c'est effectivement c'est toujours une bonne nouvelle, quel que soit, et on en parlera bien sûr, le prix à payer, les conséquences pour les Palestiniens, le style de Trump qui fait des affaires, puisqu'on sent bien qu'il y a quelque chose comme ça, mais il n'empêche que, quand bien même on peut avoir ça et là des critiques, quelque chose qui va dans l'ordre de la normalisation, dans l'ordre de la reconnaissance réciproque, dans l'ordre de l'ouverture des contacts. Je veux dire, on n'a pas le droit de ne pas applaudir. Et quel que soit celui qui en profite, même si on n'est pas pour Netanyahou et que c'est porté au crédit de Netanyahou, c'est comme ça. Je veux dire, il faut pas seulement avoir un regard porté sur les moyens et les motifs, etc. Il faut avoir aussi d'abord et avant tout un regard sur le résultat. Si le résultat, c'est une reconnaissance, c'est une ouverture entre des peuples, entre des sociétés, entre des dirigeants qui ne se reconnaissaient pas, qui s'ignoraient,
je trouve que c'est une bonne chose. Ça doit être la première réaction. Alors après, on peut rentrer dans le détail et trouver ça et là, etc., des points de critique, mais c'est comme ça qu'on examine une situation. Elle n'est jamais ou noir ou blanc. Enfin, elle peut l'être, mais c'est assez rare en vérité. Mais moi, je me félicite d'abord de cette reconnaissance et tant mieux, et que ça continue. Bien entendu que ça ne résout pas le conflit, ça résout le conflit israélo-arabe progressivement, mais ça ne résout pas le conflit israélo-palestinien. Alors, Binyamin Netanyahou a eu cette expression, un pont vivant. Est-ce qu'aux yeux de l'analyse politique que vous êtes, on peut dire que c'est quand même beaucoup plus important que le Bahreïn ou les Émirats, parce que comme vous venez de le rappeler, c'est un grand pays arabe dont la communauté juive a été importante et plus que millénaire, avec une profondeur historique. C'est pas la même chose que le Bahreïn ou les Émirats. Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec votre opinion, c'est-à-dire que là, on a affaire à une, comment dirais-je, à une renaissance d'un lien que les deux parties souhaitaient. Il faut quand même reconnaître que depuis des années, le Maroc, de manière alors toujours très discrète, officieuse, encourageait des voyages, des rencontres. Mais là, mais c'est vrai que c'est ce lien entre deux communautés, ce qui d'ailleurs, par exemple, ne s'est pas fait, malheureusement, on peut le dire, avec l'Irak. Voilà, l'Irak débarrassé de Saddam Hussein, c'était une énorme communauté qui remonte elle aussi à des millénaires, c'est Babel, c'est Babylone, etc. Et pourtant, ça ne s'est pas fait. Alors c'est vrai qu'au Maroc, il existe encore une communauté juive, et c'est vrai surtout, et c'est ça qui est important, le Maroc n'a jamais nié l'importance du patrimoine juif, et donc de ce point de vue-là, au-delà de l'aspect diplomatique, économique, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une réconciliation. J'espère qu'elle durera, parce que vous savez, il ne faut pas oublier, le Maroc avait déjà ouvert, juste après les accords d'Oslo, ou les accords de Washington plus exactement, comme on doit le dire officiellement, ils avaient ouvert un bureau de liaison. Et puis c'est vrai qu'avec la seconde intifada, ça a été fermé et on n'en a plus reparlé et on est revenu à ce stade comme ça officiel. Mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord que on ne peut pas mettre les Émirats arabes unis, le Bahreïn, même le Soudan sur le même plan, parce que là, il y a les dimensions qui relèvent de l'histoire juive, avec cette présence communautaire, cette présence qui est encore de nos jours. Il y a quelques milliers de Juifs qui habitent aujourd'hui au Maroc. Et c'est donc de ce point de vue-là, par rapport à cette histoire, et Shlomo, vous la connaissez mieux que moi, cette histoire de communautés qui ont disparu ou quasiment disparu, et avec lequel s'est établi un trou noir. J'en parlais récemment dans le cas de Bernard Lazare à propos de l'Algérie. Eh bien, alors certes, le Maroc, c'est un cas différent, mais le fait qu'on va pouvoir retisser cette histoire, je ne dis pas la rétablir comme elle était avant, il n'y aura pas de Juifs du Maroc, originaires du Maroc qui habitent aujourd'hui en Israël, qui vont de nouveau s'établir, mais pourquoi pas, il y aura peut-être comme ça, et ça me semble beaucoup plus important, excusez-moi, ça me semble beaucoup plus important que voilà, les aspects peut-être un peu problématiques à propos du Sahara, le Polisario, etc. Mais là, il faut bien comprendre que si ça tient, et j'espère bien sûr que ça tiendra, ça a une portée importante parce que là, il y a des déchirures, il y a des blessures réciproques qu'on va pouvoir enfin refermer, on va pouvoir de nouveau en parler. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ça dépasse et qualitativement, quantitativement, on verra bien, je ne sais pas, le volume des échanges économiques qu'il y aura entre Israël et le Maroc par rapport aux Émirats arabes unis, mais je dirais que sur le plan qualitatif et le plan symbolique, c'est beaucoup plus important, précisément à cause de cette antériorité, de cette histoire qu'on va pouvoir enfin discuter. Moi, en tant qu'universitaire, je ne peux pas ne pas penser aux coopérations qu'il y aura entre le Maroc et Israël pour réécrire cette histoire des Juifs du Maroc, leur présence, leur importance, etc. Et donc, de ce point de vue-là, oui, c'est un événement qui dépasse la dimension
diplomatique ou économique dans laquelle on pourrait le réduire. Non, ça va beaucoup plus loin. Au point d'ailleurs d'être, on ne le dit pas suffisamment, au point d'avoir été inscrit, je crois que c'était Hassan II à moins que ce soit Mohamed VI, qui ont inscrit la chose dans cette présence juive dans la Constitution, puisque dans la Constitution, il est mentionné que l'affluent hébraïque fait partie de l'histoire civilisationnelle du Maroc, au même titre que l'affluent berbère ou l'affluent arabo-musulman. Tout à fait, c'est à ça que je faisais allusion quand je parlais de la reconnaissance de cette présence qui effectivement était déjà inscrite, mais qui ne pouvait pas, à cause justement du reste, du différent et du contentieux, etc., s'exprimer. C'est vrai de ce point de vue-là que ce qu'ont ouvert les Émirats arabes unis ont déjà des effets. Alors même si c'est individuellement, hein, c'est pas le monde arabe. Hein, quand on reprend la vision qui était celle d'Arabie Saoudite, initiative arabe de paix, c'est-à-dire voilà, Israël reconnaît l'État palestinien, négocie avec les Palestiniens, et à ce moment-là, le monde arabe comme un seul homme reconnaîtra l'État d'Israël. C'est ça qui était le cœur, et c'était pas, ça n'avait rien de, comment dirais-je, de dérisoire. Au contraire. Alors là, ça se fait au cas par cas. C'est vrai que c'est accompagné de sentiments que voilà, les intérêts priment. Oui, c'est vrai, c'est clair que le roi du Maroc a fait son choix entre une reconnaissance américaine de cette partie-là annexée par le Maroc. Eh bien, ça vaut beaucoup plus que la sensibilité ou l'appui qu'il a pu porter au droit légitime du peuple palestinien, un État à côté d'Israël. Ce qu'on appelle la solution à deux États, c'est vrai que les intérêts nationaux priment. On sait bien qu'en général, dans les relations internationales, c'est ça qui passe. Mais moi, je dirais d'ailleurs, de ce point de vue-là, que je ne suis pas de ceux qui, comment dirais-je, se lamentent, hein, même si je pense que, encore une fois, le différend israélo-palestinien doit être encore réglé. Mais je dis, il faut quand même reconnaître. Est-ce que le boycott d'Israël par le Maroc, au nom de la solidarité avec le peuple palestinien, ça a apporté quelque chose? Ça a conduit les deux parties à négocier, à arriver à un accord? Non. Donc de ce point de vue-là, je ne suis pas de ceux qui disent ah oui, c'est une trahison, etc. Et quand le Maroc n'a pas trahi, ou quand le Bahreïn, ou quand on peut bien sûr appliquer ça à tous les autres pays, quand ils ont appliqué ce boycott à la lettre, à la lettre ou non d'ailleurs. Mais est-ce que ça a aidé à quelque chose? Est-ce que ça a eu une utilité? Donc moi, le changement de paradigme, comme on aime bien dire, je ne suis pas contre, pour autant que, bien évidemment, à un moment ou à un autre, justement, à partir de cette alliance ou cette amitié ou cette reconnaissance réciproque, eh bien, ces pays arabes, d'une certaine manière, ce qu'ils font aujourd'hui, va se mettre au stade, par exemple, des pays européens. Voilà, les pays européens, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne ont des relations avec Israël. Ça ne les empêche pas d'avoir des divergences de vues avec Israël sur la solution à apporter au contentieux israélo-palestinien. On va voir Biden, hein, lui aussi, en théorie, là-dessus, il a une position qui n'est pas celle de Donald Trump. Eh bien, est-ce que c'est à partir d'une position de reconnaissance d'Israël, en quelque sorte, inconditionnel, c'est-à-dire c'est pas parce que vous détenez les territoires occupés, etc., que nous n'allons pas vous reconnaître. Ça, c'est terminé, le monde ne le pense pas comme ça, et une partie du monde arabe aujourd'hui admet ce scénario. La vraie question pour moi qui se pose, une fois que cette reconnaissance est établie, que ces échanges ont lieu, qu'est-ce qu'on fait de ce point? Est-ce qu'on dit, ah bah écoutez, les Palestiniens, vous êtes maintenant les dindons de la farce, vous êtes les losers de l'histoire, vous allez continuer de l'être? Si c'est ça, effectivement, à ce moment-là, moi, je vivrai plus difficilement cette reconnaissance. Et en même temps, je pense qu'elle doit avoir lieu indépendamment, mais ça ne doit pas pour autant affaiblir. Et le roi du Maroc, d'ailleurs, a fait là-dessus une déclaration qui était quand même très claire. Nous ne cesserons pas de revendiquer, de demander. Il a d'ailleurs appelé le président de l'autorité palestinienne. Denis Charbit, on entend déjà, parce que vous parliez tout à l'heure du Sahara, on entend déjà des esprits chagrins à Paris qui
mettent en avant des tas de bémols ou qui poussent des cris « Ouh là là », ça va accroître la tension entre le Maroc et l'Algérie, peut-être même provoquer une guerre. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne sais pas si ça aura l'effet que ces esprits chagrins dont vous parlez prétendent. Il y a une chose qui est quand même certaine, hein, et ça, on ne peut pas il ne faut pas en faire abstraction, avec toute la satisfaction et la joie que l'on éprouve aujourd'hui. C'est le fait que des normes internationales sont fixées et que on les brave comme ça. C'est-à-dire, il faut bien comprendre, le risque, et on ne peut pas ne pas le sous-estimer, le risque, c'est que d'autres pays, à tendance irrédentiste, fassent eux-mêmes, en disant voilà, regardez, les États-Unis ont bien reconnu cette annexion. On reconnaîtra d'ailleurs au passage que les États-Unis reconnaissent l'annexion par le Maroc, ils ne reconnaissent pas l'annexion, en tout cas ils ont accepté de suspendre ce projet d'annexion concernant la Cisjordanie, mais il faut bien comprendre qu'en termes de normes internationales, c'est quand même problématique. Et là, pour le coup, c'est vrai que Trump montre qu'effectivement, ce qui existe dans le domaine économique, qu'il a essayé d'importer dans le domaine international, ça marche, ça réussit. Est-ce qu'on peut fonder un système international sur des normes qui sont bravées régulièrement? C'est-à-dire, il faut bien comprendre, vous dites ça peut avoir, vous exprimez l'hypothèse que ça peut avoir une conséquence sur les relations entre l'Algérie et le Maroc, peut-être, mais moi c'est pas ça qui m'inquiète. Peut-être pas c'est pas la première inquiétude que j'ai, mais c'est est-ce qu'on ne donne pas ici, finalement, à la Russie, à la Chine, à toutes ces puissances qui, parce qu'elles sont puissantes, agissent comme elles agissent. Et je vais être plus clair encore là-dessus. Le problème, ce n'est pas que des pays agissent au nom de leurs intérêts nationaux, c'est la loi des États. C'est ça ce qu'on appelle c'est ça qu'on explique à nos étudiants, c'est ça ce qu'on appelle l'anarchie dans les relations internationales. Chaque État fait ce que bon lui semble. Est-il important, et c'était ça l'ONU, la SDN auparavant, l'idée de, bien sûr, c'est pas une police qui a la même signification qu'une police ou des normes ou une constitution dans un État, mais de dire, comme il y a anarchie, comme chaque État est souverain, est-ce qu'on place malgré tout un critère? Est-ce qu'on place, des principes qui sont, quitte à les laisser faire, mais sans pour autant penser que ce qu'ils font, c'est bien. Là, le problème, et je le pèse avec beaucoup de gravité, c'est que non seulement des pays s'arrogent le droit d'agir comme ils agissent, mais avec une confirmation, parce que on va dire qu'est-ce que ça change aujourd'hui, les États-Unis reconnaissent ce qu'ils ne reconnaissaient pas hier. Oui, je vais vous dire ce que ça change. C'est que non seulement on fait ce que l'on fait, mais de surcroît, au lieu d'être un peu mis de côté, un peu pestiféré, je dirais, en disant attendez, il n'y aura pas légitimation a posteriori de l'annexion à laquelle vous avez procédé. Là, du coup, on dit puisque de toute façon ils sont sur place, on le reconnaît. Et là, qu'on le veuille ou non, on donne potentiellement la prime à des pays qui, non seulement ont fait de même, mais demanderont ensuite qu'on efface l'ardoise. Et je crois, en ce qui me concerne, préférer une situation où même si des infractions sont commises, elles restent tenues pour des infractions. Après tout, Israël est là-bas depuis 50 ans, personne n'a délogé Israël des territoires. Mais il m'en paraît, en ce qui me concerne, important qu'on puisse dire, attendez, même si vous êtes toujours sur place, sachez que vous n'avez pas l'approbation des principes de la communauté internationale. Et un monde dans lequel il n'y a plus ces garde-fous-là, c'est un monde plus risqué, plus dangereux. Mais ça, c'est la logique de Trump, c'est la logique d'un homme d'affaires qui dit tout ce qui compte, c'est les intérêts, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de principe. On verra si Biden sera capable de rétablir un tant soit peu l'importance des principes, même si ces principes-là ne changent pas la donne. Avec les principes de la Charte des Nations Unies, on n'a pas délogé ni Israël de Cisjordanie, ni le Maroc du Polisario. Est-ce que, en dépit des questions que vous soulevez, est-ce que tout de même on ne peut pas reconnaître que c'est un succès pour l'administration Trump? Il a quand même modifié la donne, il a changé le cours du fleuve et il peut encore
ça peut encore se poursuivre, puisqu'on parle et puis on parle maintenant de l'Arabie Saoudite. Alors, c'est un succès indéniable. Je veux dire, là-dessus, personne ne peut prétendre le contraire. Je pense que là où les gens divergent, c'est sur quels effets ça aura sur la question palestinienne. Si c'est le résultat de toute cette mission-là diplomatique, qui est importante en tant que telle, à cause de la reconnaissance. Et si je devais donner un exemple, je prendrais comme ce qui me paraît le plus savoureux, qu'aujourd'hui, qu'il y a quelques jours, on nous a annoncé qu'un groupe, qu'un chèque des Émirats ait racheté le groupe de football du Beta Yerushalayim, qui était un groupe de foot. L'équipe était peut-être très bien, mais en tout cas leurs supporters étaient racistes, comme des choses qui sont inimaginables, des hooligans de premier ordre, qu'ils soient rachetés par un groupe arabe. Je trouve ça remarquable, je trouve ça formidable, et c'est ça que permet ce type de reconnaissance. Donc en ce sens, oui, bien sûr, c'est très bien. Je crois que le jugement ultime, personne ne l'a encore, parce qu'il faut de la perspective, il faut attendre un petit peu de temps pour pouvoir juger. Et là où on sera bien sûr divisés les uns et les autres en fonction de ses convictions, là c'est une affaire de conviction seulement, c'est qu'est-ce qu'il en sort, quel sera au final l'avantage ou l'inconvénient pour le droit légitime des Palestiniens à avoir un État à côté d'Israël. Si le résultat c'est que la domination se poursuit, alors effectivement, ça aura été un coup pour rien. Oui, ça n'aura pas eu pour moi si on arrive précisément, et ça pour le coup les Palestiniens doivent faire effectivement aujourd'hui, doivent procéder à un examen de conscience politique. C'est vrai que quelque chose change aujourd'hui. Comment ils se remorquent, comment ils s'arc-boutent sur cette nouvelle donne, non pas pour être encore plus marginalisés, mais pour mieux en faire entendre leur voix, leurs revendications, et qu'elles apparaissent plus légitimes. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'à l'heure d'aujourd'hui, la conséquence pour les Israéliens est peut-être de deux ordres. C'est aujourd'hui le monde arabe se fout des Palestiniens et donc profitons-en et allons jusqu'au bout de nos ambitions en matière on va dire supériorité des Juifs sur les Arabes palestiniens, c'est une possibilité, ou bien ça peut avoir aussi comme conséquence le sentiment que finalement ce monde arabe dont on a pensé depuis des années qu'il était ligué uniquement pour détruire Israël. On se rend compte qu'aujourd'hui le monde arabe existe et qu'il a des intérêts et qu'il peut avoir des échanges avec Israël, et donc le monde arabe n'a pas pour vocation de détruire Israël, et ça peut à ce moment-là inspirer aux Israéliens le sentiment que il faut régler quand même ce problème palestinien, il y a des droits, il y a des devoirs, il y a des revendications, la démilitarisation, etc. À l'heure d'aujourd'hui, j'entends bien que ces accords-là jouent plus en faveur de la première thèse, c'est-à-dire alors c'est terminé le problème palestinien, c'est derrière nous et c'est fini, et de toute façon plus personne ne les écoute, plus personne ne les entend, on peut continuer de dominer dans le silence absolu du monde et du monde arabe en particulier. À ceci près que je dis, même quand ils étaient contre Israël, etc., dans la période jusqu'à cette signature, ça n'avait pas plus de poids. Donc pourquoi ne pas essayer ces accords-là qui ont de la valeur en tant que tels, mais je ne désespère pas. Je connais quand même, je vis en Israël depuis près de 50 ans déjà, je connais le pragmatisme des Israéliens, et je sais que s'ils sont convaincus que du côté palestinien, on peut faire une proposition honorable qui ne met plus en cause ni leur légitimité, ni leurs droits, etc., je pense qu'on pourrait très vite trouver un accord. Et en ce sens, même si politiquement on a le sentiment que ces idées-là sont chimériques, utopiques, etc., et marginales, je ne désespère pas qu'elles puissent trouver une expression politique, alors peut-être pas cette année ou l'année prochaine, mais dans les années à venir. Le conflit israélo-palestinien dure depuis de longues années, il peut peut-être durer encore, mais je ne désespère pas d'une issue heureuse. Mais aujourd'hui, rien n'est encore joué, et je ne suis pas de ceux qui pensent que parce que je ne sais pas quelles seront les conséquences pour les Palestiniens, que je m'interdis de me réjouir totalement, complètement de cette reconnaissance avec les Émirats, avec le Bahreïn et surtout avec le Maroc, parce que là, effectivement, c'est un pays, c'est une civilisation, c'est une histoire qui nous est commune, et j'espère que ça continuera, mais sans oublier et sans piétiner, fouler, profiter de cette puissance qui est la nôtre aujourd'hui pour dire c'est les perdants de l'histoire.
on l'a été suffisamment dans notre histoire pour que le Zahor, le souvenir, agisse aussi dans cette direction-là. Alors, dernière question, est-ce que cette bonne surprise, ce moment historique, est de nature à modifier la donne politique? On sait qu'on est toujours dans une situation politique qui reste très instable. Est-ce que ça peut changer dans la mesure où tous les partis, ou presque, saluent cette annonce et pour certains d'entre eux, qui ne sont pas particulièrement proches de Netanyahou, ils parlent d'un jour de fête? Tout à fait. Oui, bien sûr. Vous savez, il n'y a pas de doute que ceux qui actuellement, je dirais, offrent à Netanyahou une assise politique encore relativement stable, même si avec l'éviction de Gideon Sa'ar, ça a été un peu bouleversé. C'est effectivement, comment dirais-je, sa réussite diplomatique dans ces 6 derniers mois. Je serais presque tenté de dire, je pense que de gauche à droite, tout le monde serait d'accord pour nommer Netanyahou ministre des Affaires étrangères ad vitam aeternam. Voilà. Le problème, c'est que même si les affaires étrangères peuvent avoir un certain impact sur l'électorat, je ne suis pas certain qu'il puisse avoir cet effet énorme. Enfin, je veux dire, j'ai du mal à le croire. On est quand même dans une... voilà, alors, quand Netanyahou arrive à avoir dans le sondage un soutien qui totaliserait un peu plus de 50, à peu près 55%, on s'en réjouit. Ça veut dire quand même qu'il y a quand même 45% des gens qui ne votent ni pour lui, ni pour des partis qui lui sont alliés. Donc, il ne faut pas exagérer. On n'est pas dans une situation où, ça y est, Netanyahou dispose de 60-70% avec son parti ou avec ses partis alliés. Non, on est grève. Alors, certainement que là, il l'améliore. Alors, il est vrai que de toute façon, les Juifs marocains étaient globalement favorables à Netanyahou. Donc, ça ne devrait pas changer beaucoup. Mais voilà, c'est sûr que Netanyahou, s'il y a élection, il se présentera aux élections avec ces 2 atouts. L'atout diplomatique, et le Maroc étant incontestablement plus important que le Bahreïn, le Soudan et les Émirats arabes unis, et également avec les fameux vaccins, si effectivement tout le monde est vacciné et que la crise est derrière nous, il pourra incontestablement afficher... On aura l'occasion d'y revenir dans les semaines et les mois qui viennent, peut-être avec vous. C'était un plaisir de vous entendre. Merci Denis Charbit. C'était le 4 quarts politique de la semaine avec aujourd'hui Emmanuel Hirsch, Philippe Turle et Denis Charbit. Bonne semaine à tous et faites attention à vous.